Les enfants du maïs de Stephen King, lu par Yannick Lab pour les livres audio. La radio marchait trop fort, mais Burt renonça à baisser le son, car ils étaient une nouvelle fois au bord de la dispute, et de cela, il ne voulait à aucun prix. Vicky dit quelque chose. « Comment » hurla-t-il. « Baisse ça, tu vas me crever les tympans. » Il se mordit les lèvres pour ne pas laisser s'échapper la réplique qui aurait pu sortir, et fit ce qu'elle lui demandait. Bien que la Thunderbird fût climatisée, Vicky s'éventait avec son écharpe. « Où sommes-nous » ? ?»« Dans le Nebraska. » Elle lui jeta un regard glacé. « Mais oui, Burt, je sais que nous sommes dans le Nebraska, mais merde, vas-tu me dire où nous sommes ?»« C'est toi qui as la carte, tu n'as qu'à regarder, à moins que tu ne saches pas lire. »« Quel esprit, grâce à toi, nous avons quitté l'autoroute. Comme ça, nous allons avoir le plaisir de contempler du maïs pendant 50 kilomètres, et d'apprécier l'humour et la sagesse de Burt Robson. » Il serra le volant à faire blanchir les jointures de ses doigts. Il songea qu'il valait mieux le tenir de cette façon, sans quoi il ne pourrait pas résister à l'envie de balancer son poing dans les côtes de l'ex-reine de beauté, assise à sa droite. « Ce voyage est notre dernière chance de sauver ce qui peut encore l'être, » se dit-il. « Oui, ça me rappelle la manière dont nous sauvions des villages pendant la guerre. »« Vicky, » commença-t-il, « j'ai fait plus de 2000 bornes d'autoroute depuis que nous avons quitté Boston, en conduisant tout le temps parce que madame refuse de prendre le volant, alors... »« Je refuse pas ?» rétorqua Vicky, prenant la mouche. « Mais tu sais très bien que j'attrape des migraines dès que je conduis trop longtemps. Quand je t'ai demandé de me guider sur les routes secondaires, tu m'as répondu « Avec plaisir, Burt. » C'est exactement ce que tu m'as dit. « Avec plaisir, Burt. » Alors, je me demande parfois comment j'ai fait pour t'épouser. En prononçant un simple petit mot, le visage livide, elle lui jeta un regard venimeux, puis, après l'avoir déplié sauvagement, se plongea dans l'étude de la carte. « J'ai vraiment eu tort de quitter l'autoroute, » pensa Burt avec ennui. C'est d'autant plus dommage que jusque-là, tout s'était à peu près bien passé entre eux. Ils s'étaient même quasiment traités en êtres humains. Par moments, il avait eu l'impression que ce voyage en direction de la côte, dont le but officiel était de rendre visite au frère de Vicky et à son épouse, mais qui en réalité était une ultime tentative pour rafistoler leur propre mariage, allait être couronné de succès. Mais, depuis qu'ils avaient quitté l'autoroute, de nouveau, tout allait de travers. « Nous avons pris la bretelle à Hambourg, c'est ça ?»« C'est ça. Aucun patelin avant Gatlin, dit-elle. À 30 kilomètres d'ici, tu te rends compte ? Envisages-tu de t'y arrêter pour que nous mangions un morceau ? Ou bien ton horaire t'interdit-il de t'arrêter avant 2 heures de l'après-midi, comme nous l'avons fait hier ?» Il détourna les yeux de la route pour la regarder. « J'en ai plein le dos, Vicky. Si ça ne tient qu'à moi, nous pouvons faire demi-tour tout de suite et rentrer voir cet avocat auquel tu songeais t'adresser. Parce que tout cela nous mène à... » Elle fixait la route des yeux. Soudain, l'expression butée de son visage se mua en surprise puis en peur. « Burt, attention, tu vas... » À peine avait-il le temps de ramener son attention sur la chaussée qu'il voyait disparaître quelque chose sous le capot de sa Thunderbird. L'instant d'après, alors qu'il commençait seulement à freiner, il sentit quelque chose heurter les roues avant puis les roues arrière de sa voiture. Ils furent projetés en avant, tandis que l'aiguille du compteur passait les 90 à 0. Et les pneus du véhicule dessinaient des traînées noires sur le bitume. « Un chien !» murmura-t-il. « Dis-moi que c'était un chien, Vicky. » Elle était devenue pâle comme une morte. « Un garçon, un petit gamin. Il a jailli du champ de maïs et... Bravo, Tarzan, je te félicite !» Le cœur lui montait aux lèvres. Elle ouvrit précipitamment la portière et se pencha au dehors. Assis raide sur le siège de sa Thunderbird, Burt avait encore les mains posées sur le volant. Pendant un long moment, il n'eut conscience que de l'odeur entêtante de l'engrais. S'apercevant soudain que Vicky était sortie, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et la vit qui s'approchait en chancelant d'une forme indistincte qui ressemblait à un tas de chiffons. C'était une femme naturellement élégante, mais, présentement, elle avait perdu toute espèce de grâce. « Je suis un assassin. Je mérite pas d'autre nom. J'ai quitté la route des yeux. » Il coupa le contact et sortit à son tour. Dans le vent gémissant, les plants de maïs de la taille d'un homme paraissaient respirer. Burt entendit les sanglots de Vicky qui s'était penchée au-dessus du tas informe. Il se trouvait à mi-chemin entre la voiture et sa femme lorsque, sur la gauche, une tache d'un rouge éclatant, rouge comme de la peinture au minium, attira son regard. Il s'immobilisa. Fouillant le champ des yeux, il songea, tout lui était bon pour différer le moment de s'approcher de sa victime, que c'était une année magnifique pour le maïs, mais les plants étaient serrés, prêts à porter leurs fruits. On aurait pu errer toute une journée à l'ombre de ces rangées bien tracées avant de retrouver son chemin, mais l'ordre ici avait été bouleversé. Plusieurs plants avaient été cassés et couchés dans tous les sens.
Et Burt devinait quelque chose d'autre, là-bas, plus loin. « Burt !» hurlait Vicky. « Viens donc voir et tu pourras raconter à tes copains de poker ce que tu as récolté dans le Nebraska. Viens donc !» La suite se perdit dans de nouveaux sanglots. Son ombre faisait de petites flaques autour de ses pieds. Il était près de midi. Le soleil s'évanouit dès qu'il eut pénétré dans le champ. Burt découvrit une petite flaque de sang. Le bourdonnement paresseux des mouches assoiffées ne cessait que quand elles se posaient, pour reprendre aussitôt, comme si elles voulaient avertir leurs semblables de l'aubaine. Un peu plus avant, des feuilles étaient tachées de sang. Il n'avait quand même pas giclé jusque-là. Puis il se pencha au-dessus de l'objet quand il avait aperçu de la route et le ramassa. Lorsqu'il la rejoignit, Vicky, complètement hystérique, proférait des paroles inintelligibles, pleurant et riant tour à tour. Qui aurait pu prévoir que tout allait se terminer d'une façon aussi mélodramatique? En la regardant, il eut la certitude qu'il ne s'agissait pas de problèmes psychologiques personnels, qu'il n'en était pas un tournant particulièrement difficile de son existence, ni rien de tel. Il la haïssait, un point c'est tout. Il la gifla sans ménagement. Elle s'arrêta net, portant la main à la marque rouge que les doigts de Burt avaient laissée sur sa joue. « On te mettra en prison, Burt, » fit-elle gravement. « Ça m'étonnerait, » répondit-il en posant à ses pieds la valise qu'il avait découverte dans le champ de maïs. « Qu'est-ce que... J'en sais rien, je suppose que ça lui appartenait. » Il désigna le corps étendu sur la route, face contre terre. Apparemment, le garçon avait 13 ans environ. C'était une valise dont le cuir brun était usé et tanné. Les 2 bandes de tissu qui la tenaient fermée avaient été nouées d'une façon maladroite. Vicky se pencha pour démêler l'un des nœuds, mais, s'apercevant qu'il était maculé de sang, elle y renonça. Burt s'agenouilla et retourna précautionneusement le corps. « Je ne peux pas voir ça », proclama Vicky en détournant ostensiblement le regard. Mais quand, soudain, 2 yeux fixes et sans vie les contemplèrent tous deux. Elle se remit à hurler. Une grimace de terreur déformait le visage maculé de terre du garçon. On lui avait tranché la gorge. Burt se leva pour rattraper Vicky qui commençait à vaciller. « Ne t'évanouis pas !» lui ordonna calmement Burt. « Tu m'entends, Vicky? Ne t'évanouis pas !» Il répéta inlassablement les mêmes mots jusqu'à ce que, reprenant ses esprits, elle s'agrippa à lui. On eût dit qu'il dansait autour du cadavre de l'enfant sous le soleil de midi. « Vicky !»« Quoi ?» gémit-elle tout contre lui. « Retourne à la voiture. Mets les clés dans ta poche, prends la couverture qui se trouve sur le siège arrière et mon fusil. Puis rapporte-les ici. »« Ton fusil ?» Quelqu'un lui a coupé la gorge. Peut-être est-il en train de nous épier. Elle rejeta la tête en arrière et, les yeux grands ouverts, examina le champ de maïs, épousant ses ondulations aussi loin que portait son regard. « Je pense qu'il a disparu. Mais pourquoi prendre des risques? Allez, fais ce que je te dis. » Elle tituba jusqu'à la voiture, entraînant avec elle une ombre minuscule. Lorsqu'elle se fut glissée sur la banquette arrière, Burt s'accroupit près du corps. C'était un garçon de race blanche, sans signe particulier. Que la Thunderbird lui soit passée dessus, d'accord, mais elle ne lui avait certainement pas tranché la gorge. Le travail était grossier et malhabile. Aucun sergent instructeur n'avait enseigné à l'assassin la meilleure façon de tuer proprement à l'arme blanche. Mais le résultat était le même. Mortellement blessé ou déjà mort, poussé par une main inconnue ou mue par cette dernière force. Le gosse avait franchi les derniers mètres du champ, puis il s'était affalé sur la route. Et Burt Robson lui était passé dessus. S'il était encore en vie au moment où la voiture l'avait heurté, son agonie n'en avait été qu'abrégée. Vicky lui tabota l'épaule. Il sursauta. Le visage décomposé, elle portait la couverture militaire brune sur le bras gauche et, dans la main droite, tenait l'étui de la carabine. Burt prit la couverture et l'étendit sur la route. Il y roula le corps. Vicky laissa échapper une plainte. « Ça va ?» Il la dévisagea. « Vicky !»« Ça va », fit-elle d'une voix étranglée. Il rabattit les bords de la couverture sur le corps, puis souleva le poids mort, réprimant une grimace de dégoût. Il le tint fermement contre lui pour l'empêcher de glisser, puis se dirigea vers la Thunderbird. « Ouvre le coffre » grogna-t-il. La malle était pleine de valises et de babioles achetées en route. Vicky en fit passer plus de la moitié sur la banquette arrière et Burt déposa le corps dans l'espace ainsi libéré. Il fit claquer le coffre, puis poussa un soupir de soulagement. Vicky était plantée près de la portière gauche, serrant toujours la carabine dans sa main. « Fourre ça à l'arrière et monte !» Il jeta un coup d'œil sur sa montre et constata que 15 minutes à peine s'étaient écoulées. 15 longues minutes, comme des heures. « Qu'est-ce qu'on fait de la valise ?» lui demanda Vicky. Burt retourna au pas de course vers la valise qui était posée sur la ligne blanche de la route, semblable au point focal d'un tableau impressionniste. Il saisit ce qui restait de la poignée et s'immobilisa un instant.
Il avait la sensation déplaisante d'être observé. Les héros des romans de 4 sous ressentaient fréquemment une telle impression, mais ils avaient toujours cru que cela n'existait que dans les livres. Maintenant, ils comprenaient. C'était comme s'il y avait eu des gens cachés dans le maïs, peut-être même tout un tas de gens, estimant froidement leur chance de lui sauter dessus, de le traîner dans le champ et de lui couper la gorge avant que sa femme n'ait le temps d'extirper le fusil de son étui. Le cœur battant, il se précipita vers la voiture, ôta les clés de la serrure du coffre et monta. Vicky s'était remise à pleurer. Burt démarra et 1 minute plus tard, le lieu de l'accident avait disparu dans son rétroviseur. « C'est quoi la prochaine ville déjà ?» demanda-t-il. « Oh !» Elle se pencha sur la carte. « Gatlin. Nous y serons dans 10 minutes. » Ça paraît assez important pour qu'il y ait un poste de police ? Non, c'est un petit bled. On trouvera bien un flic quand même. Ils roulèrent en silence pendant quelques kilomètres, puis dépassèrent un silo sur la gauche. Du maïs. Rien que du maïs. Il n'y avait même pas un tracteur à l'horizon. Avons-nous croisé quoi que ce soit depuis que nous avons quitté l'autoroute, Vicky ? Elle réfléchit un instant. Une voiture et un tracteur, au carrefour. Non, depuis que nous sommes sur cette route, la 17. Je crois pas. Moins d'1 heure auparavant, elle aurait gratifié de l'une de ses réparties cinglantes, mais elle se contentait désormais de garder le regard fixé sur l'interminable pointillé qui partageait la route. « Vicky, tu ne voudrais pas ouvrir la valise ? Tu crois que c'est nécessaire ? Est-ce que j'en sais ? Peut-être. » Tandis qu'elle se battait avec les nœuds, pinçant les lèvres, le regard fixe, rappelant à Burt sa mère quand elle vidait le poulet du dimanche. Il remit la radio en marche. La station qu'ils avaient écoutée jusque-là était devenue inaudible à cause des parasites. Burt en chercha une autre, faisant lentement avancer la petite barre rouge sur le long du cadran. Des conseils en agriculture, Buck Owens, Tammy Wynette, tout cela très lointain, presque incompréhensible, et puis, tout au bout du cadran, un mot jaillit du haut-parleur, si proche, si distinct qu'il paraissait avoir été prononcé jusque derrière l'écran de l'autoradio. « Propitiation !» clamait la voix. Burt émit un hoquet de surprise, Vicky sursauta. « C'est par le sang de l'agneau que nous rachèterons les péchés du monde !» rugit la voix. Et Burt baissa précipitamment le son. La station était toute proche, si proche que, oui c'était elle, contre l'horizon, surgissant du maïs, un trépied rouge se dessinait sur le ciel bleu, l'antenne. Propitiation était le mot. Frères et sœurs, reprit la voix, presque sur le ton de la conversation. En arrière-plan, d'autres voix répondirent. Amen. Certains d'entre vous pensent qu'il serait bon de se répandre dans le monde, comme s'il leur était possible de travailler et de vivre dans ce monde sans être souillés par lui. Reconnaissez-vous la parole que Dieu nous a dictée ? Les autres. Non. Seigneur Jésus, hurla le prédicateur qui s'exprimait maintenant à une cadence accélérée, évoquant presque celle d'une batterie de rock'n'roll. Quand comprendront-ils que cette voie est sans issue ? Quand comprendront-ils que les dettes faites en ce monde-ci sont payées dans l'autre ? Hein ? Le Seigneur a dit que vaste était sa demeure. Mais il n'y aura pas de place pour les fornicateurs. Mais il n'y aura pas de place pour les envieux. Pas de place pour ceux qui ont souillé le maïs. Pas de place pour les homosexuels. Pas de place pour... Vicky éteignit la radio. Ces foutaises me rendent malade. Qu'est-ce qu'il a dit ? Lui demanda Burt. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet du maïs ? J'ai pas fait attention. Elle s'attaqua au second nœud. Je suis sûr qu'il a dit quelque chose à propos du maïs. Ça y est, s'exclama Vicky. La valise s'ouvrit sur les genoux. Ils passèrent devant une pancarte qui indiquait Gatlin, 8 km. Attention, enfants, ralentir. Des chaussettes, énuméra Vicky. 2 pantalons, une chemise, une ceinture, une cravate avec. Elle lui montra l'épingle de cravate dont la dorure s'écaillait. Qui est-ce ? Burt jeta un coup d'œil sur le petit objet. Opalong Cassidy, je suppose. Assez. Elle le rangea, puis elle se remit à sangloter. Un moment plus tard, Burt lui demanda. Tu n'as rien remarqué de bizarre dans ce sermon radiophonique ? Non, j'ai tellement entendu de trucs dans ce genre quand j'étais gosse. J'ai déjà parlé de ça. Tu n'as pas trouvé qu'il paraissait un peu jeune, ce prédicateur ? Elle eut un rire sans joie. Un adolescent peut-être, et alors ? C'est ce qu'il y a de plus monstrueux dans ces histoires. Ils les prennent sur leur coupe et quand leur esprit est encore malléable, ils savent comment manipuler toutes leurs émotions et toutes leurs inclinations. Il aurait fallu que tu assistes à l'une de ces réunions auxquelles mes parents me traînaient, l'une des nombreuses fois où j'ai eu le privilège d'être sauvé. Tiens, il y a eu Baby Hortense. Elle avait 8 ans. Elle arrivait et se mettait à chanter dans tes bras, Seigneur, pour l'éternité, pendant que son père faisait circuler la corbeille.
demandant à chacun de faire un geste, de ne pas abandonner cette petite créature du Tout-Puissant dans le besoin. Et puis il y a eu Norman Staunton. Il nous promettait l'enfer et les tourments éternels. Petit bonhomme de 7 ans, vêtu comme petit Lord Fauntleroy. Ignorant le regard incrédule de Burt, elle poursuivit. Et il n'y avait pas que ces deux-là. Il y en avait même plein d'autres dans le circuit. À chaque fois, il faisait un tabac. J'allais oublier Rudy Stamptell, la guérisseuse âgée de 10 ans. Et puis les petites sœurs de la foi qui arrivaient sur scène affublées d'une auréole en papier d'aluminium. Oh, qu'est-ce que c'est? Il se tourna vivement vers elle pour regarder ce qu'elle tenait dans les mains. Elle était tombée dessus alors que, tout en parlant, elle avait continué d'explorer la valise. Elle tendit l'objet à Burt. C'était un crucifix confectionné à l'aide d'enveloppes de maïs fraîches, qui ensuite avait séché. Un épi nain était attaché à la croix avec des fibres tressées. La plupart des grains avaient été scrupuleusement arrachés un par un, sans doute avec un canif. Ce qui restait formait un bas-relief jaunâtre qui évoquait grossièrement un corps crucifié. Les yeux étaient rendus par des grains de maïs fendus dans le sens de la longueur pour suggérer les pupilles. À droite et à gauche, pour comploter le dessin des bras, des grains prolongeaient l'épi, tandis que l'on pouvait deviner les deux pieds nus au bout des jambes jointes. Au-dessus de sa tête, 4 lettres avaient été sculptées. I, N, R, I. C'est du beau travail, remarqua Burt. Je trouve ça horrible, répondit Vicky d'une voix blanche. Jette ça. Mais ça intéressera sans doute la police. Et pourquoi donc? Eh bien, on sait jamais, peut-être. Jette-le. Fais ça pour moi, s'il te plaît. J'en veux pas dans la voiture. Je le mets derrière et quand on aura vu les flics, je m'en débarrasse d'une façon ou d'une autre, ça te va? Oh, fais ce que tu voudras, cria-t-elle. De toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête. Ennuyé, il balança l'objet sur une pile de vêtements qui se trouvait à l'arrière. Les petits yeux de maïs se mirent à fixer le plafonnier de la Thunderbird. Burt accéléra, faisant jaillir des gerbes de gravier. On laissera tout aux flics, le corps et le contenu de la valise, promit-il. Comme ça, on n'en parlera plus. Plongée dans l'étude de ses mains, Vicky ne fit aucun commentaire. 1 kilomètre plus loin, les interminables champs de maïs s'éloignèrent de la route pour laisser place à quelques fermes et à leurs dépendances. Dans une cour, ils aperçurent de malheureux poulets déplumés qui picoraient paresseusement. On voyait encore sur le toit de certaines granges des vieilles pubs pour Coca-Cola ou des tabacs à chiquer. Sur une grande pancarte, ils purent lire « Notre Sauveur Jésus-Christ ». Ils passèrent devant un café qui faisait aussi débit d'essence, mais Burt décida de se rendre directement au centre de l'agglomération. Si jamais il y en avait un, sinon, il pourrait toujours faire demi-tour. Avec un moment de retard, il s'aperçut qu'en fait le parking du café était totalement désert à l'exception d'un vieux pick-up dont 2 pneus semblaient à plat. Soudain, nerveusement, Vicky partit d'un rire perçant que Burt jugea dangereusement proche de l'hystérie. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?»« Les pancartes, fit-elle en hoquetant. Tu les as pas lues? Ceux qui ont surnommé cette région la route de la Bible ne rigolaient pas, Oh Seigneur, en voilà encore une série. Il n'y avait qu'un mot par pancarte. Elles étaient accrochées à des piquets blanchis à la chaux qu'on avait semblait-il plantés dans le sol sablonneux du bas-côté. Il y avait bien longtemps de cela. Le temps avait écaillé et sali la chaux. Les pancartes étaient espacées de 30 mètres environ. Le, jour, un, nuage, la nuit, une colonne, de feu. Ils n'ont oublié qu'une chose, gloussa Vicky. Quoi? S'enquit Burt en fronçant les sourcils. Brute Formen. Elle enfonça son poing dans sa bouche pour étouffer son rire. Vicky, tu te sens bien? Je me sentirais mieux quand nous serons à 1500 km d'ici, sur une terre impie et ensoleillée de Californie, avec les Rocheuses entre nous et le Nebraska. Ils déchiffrèrent en silence une nouvelle série de pancartes. Prenez et mangez-en tout. Je me demande bien pourquoi, se dit Burt. J'imagine tout de suite que ce « en » symbolise le maïs. Ne serait-ce pas ce qu'on dit au moment de la consécration? Ça fait si longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une église que je me souviens même pas. Je serais pas surpris qu'ils utilisent une galette de maïs en guise d'hostie par ici. Il ouvrit la bouche pour faire part de ses réflexions à sa femme, mais finalement, préféra se taire. Parvenu au moment d'une petite côte, ils découvrirent enfin Gatlin. Avec ses 3 pâtés de maison, on aurait dit le décor d'un film sur la crise. Ah, il y aura bien un flic, certifia Burt, se demandant pourquoi il avait la gorge serrée à la vue de ce bled qui, à l'heure de la sieste, somnolait sous le soleil. Ils passèrent devant un panneau limitant la vitesse à 45 km/h, puis devant un autre, taché de rouille, qui proclamait « Vous entrez maintenant dans Gatlin, la plus jolie petite ville du Nebraska, ou d'ailleurs. 5431 habitants. »
Des ormes au tronc poussiéreux se desséchaient de chaque côté de la route. Ils aperçurent la scierie de Gatlin, puis une station-service. Les pancartes sur lesquelles étaient affichés les prix se balançaient mollement dans la brise de l'après-midi. Ordinaire, 35,9 et super, 38,9. Une autre indiquait « Pour le diesel, faites le tour ». Ils coupèrent Elm Street puis Birch Street et parvinrent sur la place de la ville. Les maisons qui bordaient les rues étaient en bois et leurs poches vitrées, simples et fonctionnelles. L'herbe des pelouses était jaune, desséchée. Un peu plus loin, un chien bâtard avança prudemment jusqu'au milieu de Maple Street, les observa un moment, puis se coucha sur la route, le nez entre les pattes. « Arrête-toi, lui dit Vicky. Arrête-toi immédiatement. » Burt se gara sagement le long du trottoir. « Amenons le corps à Grant Island. C'est pas si loin, non? Allez, vite! Qu'est-ce qui t'arrive, Vicky? »« Comment ça, qu'est-ce qui t'arrive » hurla-t-elle. « Cette ville est déserte, Burt. Y a personne d'autre que nous ici, tu le sens pas ?» Il avait bien senti quelque chose et le ressentait toujours, mais... « C'est juste une impression, dit-il. Ce n'est pas qu'un petit trou perdu, ils ont sans doute une vente de charité ou sont en train de jouer au bingo. Il n'y a personne ici, insista Vicky en détachant chaque syllabe. Tu n'as pas remarqué la station-service tout à l'heure? Oui, près de la scierie, alors. Il avait l'esprit ailleurs. Écoutant la sinistre stridulation d'une cigale terrée près des ormes, il respirait le parfum du maïs, des roses flétries et bien sûr de l'engrais. C'était la première fois qu'il pénétrait dans une agglomération depuis qu'ils avaient quitté l'autoroute. Jamais il n'avait vu une ville dans un état pareil, et bien que, d'une certaine façon, il sut que tout clochait. Il éprouva un certain soulagement. Quelque part, un peu plus loin, il trouvait certainement un petit self-service avec un distributeur de boissons rafraîchissantes, un cinéma ou une école, portant le nom de J.F. Kennedy. Burt. Les prix étaient de 35,9 pour l'ordinaire, 38,9 pour le super. Maintenant, tu veux me dire quand tu as vu pour la dernière fois de tels tarifs affichés dans le pays? Au moins 4 ans, admit-il. Mais Vicky, nous sommes en plein centre-ville, Burt. Y a pas une voiture, pas une seule. Grant Island se trouve à une centaine de kilomètres d'ici. Ça va paraître curieux si on trimballe le corps jusque-là. Je m'en fiche. Écoute, on va aller jusqu'à la mairie et... Non! Et voilà, merde, et voilà. Voilà ce qui a foutu par terre notre mariage. Non, je ne veux pas. Non, monsieur, et tout est comme ça. Si tu ne cèdes pas, je pique ma crise. Vicky, commença-t-il. Je veux m'en aller d'ici, Burt. Vicky, écoute-moi. Fais demi-tour, allons-nous-en. Vicky, veux-tu t'arrêter une minute? Je m'arrêterai quand nous serons repartis dans l'autre sens. Maintenant, allons-y. Il y a un cadavre d'un gosse dans le coffre de la voiture, rugit-il, prenant un malin plaisir à voir son visage se décomposer. Baissant un peu le ton, il poursuivit. On lui a coupé la gorge. On l'a balancé sur la route et je lui ai roulé dessus. Maintenant, on va aller à la mairie là où on pourra et je ferai signaler l'affaire. Si tu veux reprendre la direction de l'autoroute, vas-y, mais à pied. Je te récupérerai en chemin. Mais me demande pas de faire 100 bornes jusqu'à Grant Island, comme si on avait un sac de pommes de terre dans le coffre. Cet enfant doit être le fils de quelqu'un et je dois avertir les autorités avant que l'assassin n'ait disparu de l'autre côté des montagnes. Vicky s'était remise à pleurer. « Espèce de salaud, mais qu'est-ce que je fais avec toi ?»« Je sais pas, répondit-il. Je sais plus. Mais on va certainement pouvoir arranger ça, Vicky. » Il redémarra. Alerté par le crissement des pneus, le chien leva la tête puis la reposa entre ses pattes. Ils longèrent le dernier pâté de maison avant la place, avant de couper Pleasant Street. Main Street se divisait en deux. Puis c'était la place avec un square envahi par les herbes et au milieu un kiosque à musique. À l'autre bout, quand, de nouveau, les deux voies de Main Street ne faisaient plus qu'une, se trouvaient deux bâtiments. Sur le fronton de l'un d'eux, Burt déchiffra l'inscription. Mairie de Gatlin. Et voilà, triompha-t-il. Vicky ne répondit pas. Burt se gara avant de parvenir à la place, juste devant un restaurant, le Gatlin Bar and Grill. « Où vas-tu » demanda Vicky d'une voix inquiète tandis qu'il ouvrait la portière. « Essayez de trouver où ils sont tous. Il y a un écriteau à la fenêtre qui indique que le restaurant est ouvert. Tu ne vas pas me laisser ici toute seule? Eh bien, t'as qu'à venir, qui t'en empêche ?» Tandis qu'il se dirigeait vers l'établissement, il la vit sortir de la voiture, le visage défait. Il la prit un instant en pitié. Rien qu'un instant. « Tu entends » lui demanda-t-elle en la rejoignant. « Entendre quoi » Le silence. Pas une voiture, pas un habitant. Pas un tracteur, rien. C'est alors qu'à quelques pas de là retentit le rire joyeux et haut perché d'une bande d'enfants. « J'entends des gosses, fit-il. Pas toi » Elle parut désarçonnée.
Il poussa la porte du restaurant et fut assailli par une bouffée de chaleur sèche et indolore. Le sol était poussiéreux, les chromes ternis. Les pales en bois du ventilateur de plafond étaient immobiles. Rien sur les tables, personne sur les tabourets. Mais, derrière le comptoir, le miroir avait été fracassé. Puis son attention fut attirée par autre chose. Toutes les manettes de fût de bière avaient été brisées et gisaient au pied du comptoir, tels les vestiges d'une fête étrange. Au bord de la crise de nerfs, mais s'efforçant de prendre une voix enjouée, Vicky s'exclama. « C'est ça. Demande à qui tu veux. Excuse-moi, monsieur. Pourriez-vous m'indiquer… Oh, la ferme !» Mais lui aussi paraissait à bout. Bousculant des grains de poussière, la lumière du soleil s'écoulait par les grandes baies vitrées de la salle de restaurant et, de nouveau, repensant au corps qui se trouvait dans le coffre de la voiture, au rire aigu des enfants, Burt eut l'impression d'être observé. Sans raison apparente, une phrase lui rappelant son passé militaire se mit à défiler comme une incantation dans son esprit. Observateur invisible. Observateur invisible. Observateur invisible. Il promena son regard sur la carte des tarifs jaunie par le temps qui était punaisée derrière le comptoir. Cheeseburger, 35 cents. Le meilleur jus du monde, 10 cents. Tarte fraise rhubarbe, 25. Le hachis spécial du chef, 80. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu de prix affiché dans un restaurant ? « Regarde ça, dit-elle en frissonnant. Elle désignait un calendrier accroché au mur. Des tarifs. Je parie que ça fait au moins 12 ans qu'on les a collés sur cette gargote. Son rire se brisa. Il s'approcha. L'illustration du calendrier représentait 2 petits garçons se baignant dans une mare, tandis qu'un ravissant petit chien s'enfuyait avec leurs vêtements. Sous l'image, on lisait « Avec les compliments de bois et matériaux de Gatlin. Boisium solidium. Est. » Le calendrier était ouvert au mois d'août 1964. « Je ne comprends pas, balbutia-t-il. Mais je suis certain. »« Tu es certain !» hurla-t-elle d'une voix hystérique. « Certain, tu es certain. C'est ça le problème avec toi, Burt. Tu as passé ton existence à être certain. » Il se dirigea vers la porte, Vicky sur ses talons. « Où vas-tu ? » ?»« À la mairie. »« Mais comment fais-tu pour être aussi têtu, Burt ? Tu sais très bien qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Ne vas-tu pas enfin l'admettre ? » ?»« Je suis pas têtu. Je veux simplement me débarrasser de ce qu'il y a dans le coffre. » Une fois sur le trottoir, Burt fut à nouveau frappé par le silence et l'odeur d'engrais qui régnait sur la ville. Par bonheur, vous ne pensez jamais à cette odeur quand vous beurrez un épi, le salez, puis mordez dedans. Avec les compliments du soleil, de la pluie, des phosphates industriels en tout genre et une bonne dose de bouse de vache. Mais ce n'étaient pas les effluves qui avaient baigné son enfance passée dans la campagne new-yorkaise. On pensera ce qu'on veut du fumier, mais il s'en dégage un parfum presque agréable quand on l'étale dans les champs. Rien de très subtil, grand Dieu. Mais non, mais lorsque se répandait sur les labours en cet après-midi printanier, il annonçait les plaisirs à venir. Il annonçait que l'hiver était mort et enterré. Que dans 6 semaines, au plus tard, les portes de l'école se refermeraient, confiant pour un temps les élèves à l'été. Dans son esprit, cette odeur était liée pour toujours aux plus délicieuses essences de la nature. La fléole des prés, le trèfle, la terre fraîchement retournée, la rose trémière et le cornouiller. Mais ici, il devait avoir d'autres méthodes. L'odeur était proche mais différente. Elle laissait un arrière-goût douceâtre dans la gorge, presque un goût de mort. Et il s'y connaissait, ayant fait la guerre du Vietnam comme ambulancier. Vicky avait repris la place dans la voiture et contemplait le crucifix posé sur ses genoux d'une façon qui alarma Burt. « Laisse ça à l'arrière !» lui ordonna-t-il. « Non !» répondit-elle sans lever les yeux. « Si tu veux jouer, d'accord, mais laisse-moi en faire autant. » Burt remit la Thunderbird en marche et ils se dirigèrent vers le carrefour. Au-dessus d'eux, un feu de signalisation hors d'usage se balançait mortellement au vent. Sur la gauche se dressait une église toute blanche. La pelouse était tondue. De part et d'autre du chemin carrelé qui menait à la porte poussaient 2 bordures de fleurs bien entretenues. Burt coupa le contact. « Qu'est-ce que tu fais encore ?»« Je vais jeter un coup d'œil, » lui répondit Burt. « C'est le seul endroit de cette ville qui n'a pas l'air abandonné depuis 10 ans. Regarde ce qui est écrit sur le tableau. » Derrière la vitre de protection, rédigée en lettres blanches, une inscription annonçait « Loué soit celui qui règne sur les sillons ». Puis figurait une date, le 24 juillet 1976. C'était le dimanche précédent.
C'était sans doute l'un des 19 000 noms qu'on donne à Dieu dans le Nebraska, dit Burt. Tu viens ? Le visage de Vicky resta de marbre. Ne compte pas sur moi. Très bien, fais ce que tu veux. Je n'ai pas mis les pieds dans une église depuis que j'ai quitté la maison parentale et je n'entrerai pas dans celle-là. Et je ne veux pas rester dans cette ville. Je suis morte de peur, Burt. Est-ce qu'on va enfin partir ? Je reviens dans 1 minute. J'ai les clés de la voiture, Burt. Je te donne 5 minutes. Si tu n'es pas là, je pars sans t'attendre. Écoute, ma jolie, tu vas m'attendre et c'est tout. Je ferai ce que je t'ai dit, à moins que tu me sautes dessus comme le dernier des voyous pour me piquer les clés. Et je t'en crois bien capable. Mais tu ne penses pas que je vais le faire ? Non, en effet. Son sac était posé entre deux, sur la banquette. Burt l'empoigna. Poussant un cri, Vicky tenta de saisir la courroie, mais il l'en empêcha. Sans prendre la peine de le fouiller, il retourna le sac et le vida. Les clés scintillèrent au milieu des Kleenex, des produits de maquillage, des pièces de monnaie et les vieilles listes de courses. Elle tendit le bras, mais, la prenant de vitesse, il mit les clés dans sa poche. « Pourquoi tu fais ça ?» gémit-elle. « Rends-les-moi. »« Non, » fit-il avec un sourire sadique. « Pas question. »« Je t'en prie, Burt, j'ai peur. » Ses mains le suppliaient. « Tu m'aurais attendu 2 minutes et tu serais parti. Mais non, je t'assure. Tu serais parti en te foutant de moi en te disant « Ça lui apprendra à me faire chier quand je veux quelque chose. » Tu as dû te le répéter assez souvent pendant tout notre mariage. Ça lui apprendra à me faire chier. Il sortit de la voiture. « Je t'en prie, Burt, » hurla-t-elle, esquissant un mouvement vers la portière gauche. « Écoute, je comprends. Nous allons sortir de la ville et appeler d'une cabine téléphonique, d'accord ? J'ai plein de monnaie, on peut... Ne me laisse pas toute seule, Burt, ne me laisse pas toute seule. » Il lui claqua la portière au visage, puis s'appuya pendant un moment contre le flanc de la Thunderbird. Pressant les pouces contre ses yeux fermés, Vicky l'appelait, martelant la vitre de ses poings. Elle ferait sûrement une excellente impression lorsqu'il trouverait enfin quelqu'un à qui confier le corps. Excellente. Il remonta l'allée dallée qui menait à l'église. 2 ou 3 minutes, le temps de jeter un coup d'œil, et il serait de retour. Peut-être ne pourrait-il même pas entrer. Mais la porte tourna sans mal sur ses gonds bien huilés. Des gonds huilés avec dévotion, songea-t-il, et, sans raison, cette pensée l'amusa. Puis Burt pénétra dans un vestibule dont la fraîcheur et le fit frissonner. Il lui fallut quelques instants pour s'habituer à l'obscurité. La première chose qu'il s'aperçut fut un tas de lettres en bois poussiéreuse et empilées n'importe comment. Piqué par la curiosité, il s'approcha. Elle semblait aussi vieille et délaissée que le calendrier du restaurant, alors que d'une façon générale, le vestibule était propre et bien tenu. Les lettres étaient hautes de 60 cm environ et avaient dû former une suite de mots. Il les étala sur la moquette. Il y en avait 14, et chercha à les classer de façon cohérente. Piste, balise, guette. Ça ne va pas. Tablé, pigiste. Guère plus fameux, ridicule. Il était là à 4 pattes, en train de jouer à un jeu idiot pendant que Vicky devenait dingue dans la voiture. Puis, soudain, la solution lui apparut évidente. Église baptiste. Les lettres avaient dû se trouver au fronton de l'église. On les avait descendues et jetées dans un coin. L'église ayant depuis été repeinte, de l'extérieur, on n'en devinait même plus les traces. Mais pourquoi ? Sans doute, n'était plus une église baptiste. Mais quelle sorte d'église était-ce donc ? Sans savoir pourquoi, il sentit la peur le pincer et se releva précipitamment en essuyant la poussière de ses doigts. Il avait enlevé les lettres, et alors ? Peut-être avait-il rebaptisé le bâtiment Notre-Dame du MLF ? On les avait libérées, d'accord. Mais où étaient-elles passées ? Coupant court à ses divagations, il pénétra dans l'église proprement dite. Embrassant la nef du regard, un sentiment de crainte l'étreignit, et son souffle se fit haletant dans le silence oppressant qui régnait. La chair était dominée par une immense fresque représentant le Christ. Si Vicky avait vu ça, pensa Burt, ça l'aurait achevé. Le Christ souriait d'un air sournois. Devant le regard fixe de ses yeux écarquillés, Burt ne put s'empêcher de penser à Lon Chaney dans Le fantôme de l'opéra. En chacune de ses pupilles noires, un homme, un pêcheur probablement, se noyait dans un lac de feu. Mais le plus incongru était la chevelure verte du Christ, qui, à l'examen, s'est relevé et constitué de plants de maïs entrelacés. L'œuvre était grossière mais efficace. On aurait dit une bande dessinée murale due au talent d'un enfant particulièrement doué. Un Christ, tel que l'aurait pu décrire l'Ancien Testament, ou d'inspiration païenne,
Un Christ qui aurait préféré destiner son troupeau au sacrifice plutôt que de le conduire. Tout au bout de la rangée gauche des bancs se trouvait un orgue, et Burt hésita avant de comprendre ce qui clochait. En s'en approchant, il constata avec effroi que les touches et les registres avaient été arrachés tandis que les tuyaux avaient été remplis de grains de maïs secs. Au-dessus, sur un écriteau, on avait soigneusement inscrit ces mots. « Tu ne feras aucune autre musique avec ta bouche, a dit le Seigneur notre Dieu. » Vicky avait raison. Il se passait des choses fort inquiétantes dans cette ville. Il envisagea un instant de la rejoindre en laissant là son exploration, de remonter dans la voiture et de quitter cet endroit aussi vite que possible sans plus se soucier de la mairie. Mais cela l'ennuyait. À dire vrai, il voulait lui laisser le temps de le maudire 5000 fois avant de revenir et d'admettre qu'elle avait eu raison depuis le début. Il s'accorda donc encore une bonne minute. En examinant la chair, il se dit que Gatlin devait être sans cesse traversée par des gens de passage, que certains des habitants des villes voisines devaient avoir ici des parents ou des amis. La police d'État du Nebraska y faisait sûrement un tour de temps en temps. Et l'électricité. Le feu de signalisation ne fonctionnait pas. Si l'électricité avait été coupée depuis 12 longues années, ça ne serait pas resté inaperçu. Conclusion, en apparence, Gatlin se trouvait dans une situation impossible. Ce ne fut pas pour le rassurer. Il monta les 4 marches qui menaient à la chaire et embrassa du regard les bancs vides qui miroitaient dans la pénombre. Burt eut l'impression de sentir dans son dos le poids horrifiant des yeux résolument païens du Christ. Sur le lutrin, la Bible était ouverte au 38e chapitre du livre de Job. Burt baissa les yeux et lut. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Où étais-tu quand je foulais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Le Seigneur, celui qui règne sur les sillons. Dis-le, si tu as de l'intelligence. Et loué soit le maïs. » Il feuilleta la Bible, et le bruissement des pages rompit le silence de l'église. Et Burt pensa que le pas d'un fantôme devrait ressembler à ça, si jamais pareille chose existait. Et dans un endroit comme celui-là, il était tenté de le croire. Des passages du Nouveau Testament avaient été découpés. Apparemment, quelqu'un avait entrepris d'amender la King James Bible à l'aide d'une paire de ciseaux. Mais l'Ancien Testament avait été respecté. Burt s'apprêtait à descendre de la chaire quand il aperçut plus bas, sur une étagère, un autre livre dont il s'empara, imaginant qu'il s'agissait d'un registre de mariage, des baptêmes et des enterrements. Il grimaça en déchiffrant les lettres qu'une main inexperte avait confectionnées à la feuille d'or. « Abattez les iniques et le sol à nouveau, et sera fertile, a dit notre Seigneur, le Dieu des armées. » Il semblait y avoir un dessein derrière une telle formule, mais Burt ne chercha pas à en deviner davantage. Il ouvrit le livre à la première page. Indéniablement, l'écriture était celle d'un enfant. Par endroits, des mots avaient été soigneusement grattés. Et s'il n'y avait pas eu de faute d'orthographe, les lettres étaient rondes et enfantines, dessinées plutôt qu'écrites. Il lut la première colonne. Amos Degan, Richard, né le 4-9-45, 4-9-64. Isaac Renfrew, William, né le 19-9-45, 19-9-64. Zephaniah Kirk, George, né le 14-10-45, 14-10-64. Mary Wells, Roberta, né le 10-11-45, 12-11-64. Yemen Hollis, Edward, né le 5-1-46, 5-1-65. Fronçant les sourcils, Burt continua de parcourir les pages. Aux 3/4 du registre, la double colonne s'interrompait brutalement. Rachel Stigman, Donna, né le 21-6-57, 21-6-76. Mose Richardson, Henry, né le 29-7-57. Malachi Boardman, Craig, né le 15-8-57. La dernière naissance enregistrée était celle de Ruth Clawson, Sandra, à la date du 30 avril 61. Burt examina l'étagère où il avait trouvé le livre et en découvrit 2 autres. Le premier portait la même formule, abattez les iniques, et poursuivait le registre précédent. Sur une seule colonne portant des noms et des dates de naissance, à la date du 6 septembre 1964 était signalée la naissance de Gibbs Gilman, Clayton, dont le nom était suivi de celui d'Eve Tobin, né le 16 juin 65. Aucun prénom n'était mentionné entre parenthèses. Le 3e livre était encore vierge. Burt se demanda à quoi tout cela pouvait bien rimer.
Il s'était passé quelque chose en 1964. Quelque chose qui était lié à la religion, au maïs et aux enfants. Mon Dieu, nous t'en prions, protégeons la récolte, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et le couteau s'était levé pour sacrifier l'agneau. Mais avait-ce bien été un agneau ? Peut-être un délire mystique s'était-il emparé d'eux, seul, tout seul, coupé du monde par des milliers de kilomètres carrés de maïs bruissant et mystérieux. Seul sous 70 millions d'acres de ciel bleu. Seul sous l'œil attentif de Dieu. D'un Dieu étrange et vert. D'un Dieu du maïs, sénile, inquiétant, avide, celui qui règne sur les sillons. Burt sentit un frisson de terreur le parcourir. « Vicky, je vais te raconter une histoire. Elle concerne un certain Amos Degan, né Richard Degan le 4 septembre 1945. Il s'est fait rebaptiser Amos en 64. Un nom bien biblique, ça, Amos, l'un des prophètes mineurs. Eh bien, Vicky, ne ris pas. Ce Dick Degan et ses petits copains, Billy Renfrew, George Kirk, Roberta Wells et Eddie Hollis, entre autres, ont été touchés par la foi et ont liquidé leurs parents. Tous. Elle est bien bonne, hein ? Qui tué dans son lit ? Qui poignardé sous la douche ? Qui empoisonné par sa soupe ? Qui pendu ? Qui éventré ? Enfin, si j'ai bien compris. Pourquoi le maïs ? Sans doute qu'il crevait. Sans doute les gosses s'étaient mis dans la tête qu'ils crevaient étouffés sous le poids des péchés et qu'un sacrifice était devenu nécessaire. Mais cela ne fut pas suffisant. Ce massacre aurait dû avoir pour théâtre les champs de maïs, les sillons. Alors, Vicky, et de cela j'en suis sûr. Ils ont décidé que plus personne devrait vivre passé 19 ans. Or, Richard Amos Degan, le héros de notre petite histoire, a 19 ans le 4 septembre 1964. Comme nous l'apprend le livre. Je crois bien qu'ils l'ont tué, sacrifié dans les plantations. Tu ne trouves pas que cette histoire est complètement idiote ? Et puis il y a eu Rachel Stigman, qui jusqu'en 64 se nommait Donna Stigman. Elle a eu 19 ans le 21 juin, il y a environ un mois. Mose Richardson, lui, est né le 29 juillet, c'est-à-dire qu'il fêtera ses 19 ans dans 3 jours. Tu as une idée de ce qui va arriver le 29 à ce brave Mose ? Moi j'en ai une. Burt humecta ses lèvres desséchées. Et ce n'est pas tout, Vicky. Écoute ça. Job Gilman Clayton est né le 6 septembre 64. Le registre ne fait mention d'aucune autre naissance jusqu'au 16 juin de l'année suivante. Cela fait donc un trou de 10 mois. Alors, tu sais ce que je crois ? Je crois qu'ils ont tué tous leurs parents, y compris les femmes enceintes, et que Ève fut la fille de 2 d'entre eux. La mère devait avoir dans les 16 ans, 17 ans. Ève, la première femme. Burt chercha fiévreusement le nom d'Ève Tobin dans le registre. Juste en dessous figurait Adam Glinlow, né le 11-7-65. Il se dit que tous les deux avaient 11 ans aujourd'hui, et peut-être était-il dehors quelque part, il en avait la chair de poule. Mais comment un tel secret avait pu être gardé ? Comment cela pouvait-il continuer encore ? Cela ne pouvait exister que sous la protection de Dieu en question. « Seigneur », soupira-t-il, dans l'église silencieuse. Et c'est alors que le klaxon de la Thunderbird commença de faire entendre dans l'après-midi sa longue plaine ininterrompue. Burt sauta les quelques marches de la chaire et courut le long de l'allée centrale. Il ouvrit violemment la porte de l'église et se retrouva, étourdi, sous la chaleur du soleil. Vicky se tenait droite comme un i derrière le volant, les 2 mains plaquées sur l'avertisseur. Son visage exprimait une folle terreur. Les enfants surgissaient de partout. Certains d'entre eux riaient gaiement. Ils brandissaient des couteaux, des hachettes et des barres de fer, des pierres, des marteaux. Une petite fille aux longs cheveux blonds, âgée de 8 ans tout au plus, tenait à la main une manivelle de cric. Rien que des armes de fortune. Pas le moindre revolver. Burt se retint à grand-peine de hurler. « Lequel d'entre vous est Adam ? Qui est Ève ? Où sont les mères, les filles, les pères, les fils ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Il déferlait des rues adjacentes, du parc, du portail de la cour grillagée de l'école, à quelques maisons de là. Certains d'entre eux contemplaient d'un air indifférent Burt, qui était resté pétrifié sur les marches de l'église. D'autres se moquaient de lui, riaient, le montraient du doigt, en enfants qu'ils étaient. Les filles portaient de longues robes de lainage brun et des fichues couleurs délavées, telles des Quakers. Les enfants étaient vêtus de noir et arboraient des chapeaux à bord plat. Ils affluaient sur place, certains d'entre eux traversant les pelouses en direction de la voiture, d'autres passant par ce qui, jusqu'en 1964, avait perdu le jardin de l'église baptiste. 1 ou 2 d'entre eux s'étaient rapprochés assez près de la Thunderbird pour pouvoir la toucher.
Le fusil !» hurla Burt. « Vicky, prends le fusil !» Mais, du haut des marches, il pouvait voir qu'elle était paralysée par la peur, et les vitres étaient remontées. Doutait même qu'elle fût en mesure de l'entendre. Ils se massèrent autour de la voiture. Les haches, les hachettes et les barres de fer se levèrent, puis s'abattirent. « Mon Dieu, dites-moi que c'est pas vrai !» Un fragment de métal chromé fut arraché au flanc de la voiture. Le bouchon du radiateur vola dans les airs. Des couteaux tailladèrent les pneus et la Thunderbird s'affaissa. Le klaxon lançait toujours son hurlement monotone. Le pare-brise et les vitres s'opacifièrent, puis s'étoilèrent sous les coups. Soudain, le verre sécurité explosa, et de nouveau, il aperçut Vicky, une main pressant encore l'avertisseur, l'autre levée pour protéger son visage. De jeunes doigts s'insinuèrent impatiemment dans la voiture, à la recherche du taquet de la portière. De toutes ses forces, Vicky tenta de les refouler. Le klaxon ne retentit plus que par intermittence, puis, tout à coup, s'arrêta. Ils ouvrirent toute grande la portière cabossée côté chauffeur. Les gosses voulurent arracher Vicky à son siège, mais elle s'agrippait désespérément au volant. L'un d'eux se glissa dans la voiture, un couteau à la main, et, sortant brusquement de sa léthargie, Burt dévala les marches, faillit tomber, et remonta à toute vitesse l'allée carrelée. L'un d'eux, un garçon d'environ 16 ans, dont le chapeau ne dissimulait pas entièrement les longs cheveux roux, fit volte-face et quelque chose fendit l'air. Burt ressentit une vive secousse dans son bras gauche, et pendant un instant, il eut l'impression absurde d'avoir été frappé à distance par un coup de poing. Puis la douleur le submergea, soudaine, fulgurante. Et le monde s'obscurcit. Hébété, il examina son bras. La manche et la moitié de la lame d'un couteau à cran d'arrêt faisaient à sa chair comme une étrange excroissance. Une tache rouge s'étendait sur la manche de sa chemise. Il ne pouvait en détacher son regard, se demandant comment, mais comment un couteau à cran d'arrêt avait bien pu pousser là. Quand il releva les yeux, le rouquin était presque parvenu à sa hauteur. Il souriait, sûr de lui. « Espèce de petit crapaud !» proféra Burt d'une voix rauque. « Recommande ton âme à Dieu, car tu ne vas pas tarder à comparaître devant lui !» rétorqua le gamin en lançant vers Burt deux mains qui visaient les yeux. Burt esquiva le coup, ôta le couteau de son bras et le planta dans la gorge du rouquin. Le sang jaillit si violemment qu'il en fut éclaboussé. Le garçon se mit à décrire de larges cercles en poussant un long râle. Il empoigna le couteau, mais il n'eut pas la force de l'arracher. Burt le regardait, bouche grande ouverte. Rien de tout cela n'était réel. C'était un rêve. Le rouquin continuait d'avancer. En ce chaud début d'après-midi, son râle était le seul bruit audible. Les autres contemplaient la scène, frappés de stupeur. Ce n'était pas prévu par le scénario, pensa Burt. Vicky et moi, ça oui, nous en faisons partie. Et le pauvre gosse laissé sur la route parce qu'il essayait de s'échapper, aussi. Mais l'un des leurs, jamais. Il leur jeta un regard féroce, ravalant son envie de hurler. « Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Le rouquin émit un dernier gissement avant de tomber à genoux. Il dévisagea Burt pendant un instant, puis ses mains lâchèrent le manche de couteau. Et il s'écroula. Dans la gorge des enfants massés autour de la Thunderbird monta une douce plainte. Tous les regards étaient sur Burt. Et Burt les examinait, fasciné. Soudain, il prit conscience que Vicky avait disparu. « Où est-elle » se demanda-t-il. « Où l'avez-vous emmenée » L'un des garçons porta un couteau de chasse maculé de sang à la hauteur de sa gorge et fit semblant de la trancher. Ce fut avec son sourire sa seule réponse. « Au fond » se fit entendre la voix d'un de ses camarades plus âgés. « Attrapez-le » La horde avança dans sa direction. Burt recula. Puis ils pressèrent le pas. Burt recula plus vite. Le fusil, ce foutu fusil, inaccessible. Le soleil découpait des ombres franches sur le vert du gazon. Lorsqu'il atteignit le trottoir, Burt se retourna et courut. Une voix rugit. « Tuez-le » Et ils se lancèrent à sa poursuite. Burt s'enfuyait, mais il savait où il allait. Il contourna la mairie, aucune chance là-dedans. Ils le coincèrent comme un rat et s'engouffra dans Main Street qui, deux pâtés de maison plus loin, s'élargissait pour redevenir la route 40-17. Si seulement il l'avait écouté. Lui et Vicky auraient été en train de rouler tranquillement sur cette route à l'heure qu'il était. Ses mocassins martelaient le trottoir. Il passa devant la vitrine d'un glacier, devant un petit cinéma de Gatlin qui jouait Cléopâtre et Ali Ab et Teller R. Puis, après un dernier carrefour, devant la station-service qui marquait la fin de l'agglomération, au-delà, à gauche comme à droite de la route, s'étendait le maïs. La marée verte du maïs. Burt courait. Déjà, il était presque à bout de souffle, et la blessure de son bras le lancinait. S'apercevant qu'il laissait derrière une piste sanglante,
Sans cesser de courir, il sortit de sa poche un mouchoir qu'il glissa sous sa chemise. Burt courait. Ses mocassins frappaient et frappaient la surface craquelée du bitume. Sa gorge était en feu. À son bras, la douleur était insoutenable. La partie de son cerveau qui était demeurée capable d'ironie lui demanda s'il avait vraiment l'intention d'atteindre comme cela la ville la plus proche, s'il se sentait en mesure de parcourir ainsi les 35 kilomètres d'asphalte. Burt courait. Plus jeune que lui de 15 ans, plus rapide, il gagnait sans cesse du terrain. Il s'interpellait, échangeait des cris. Ils s'amusaient comme des petits fous, se dit-il entre deux foulées. Dans 10 ans, ils en parleront encore. Burt courait, et maintenant, il ne lui restait plus qu'une seule chance. Plus qu'un seul moyen de leur échapper et de sauver sa peau. Il laissait les maisons derrière lui, la ville derrière lui. Devant lui, les vagues vertantes du maïs refluaient vers la route. Dressées comme des glaives, les feuilles bruissaient doucement. Quel meilleur abri! Quel abri plus sûr que l'ombre de ces épis plus hauts que les hommes! Il n'eut que le temps de déchiffrer sur le panneau « Vous quittez maintenant Gatlin, la plus jolie petite ville du Nebraska, ou d'ailleurs. Vous y serez toujours bien accueillis. » Ça, on peut le dire, songea sombrement Burt. Burt courait. Il passa devant le panneau comme un coureur sous la banderole lui signalant que l'arrivée était proche, puis obliqua vers la gauche, traversa la route et balança au loin ses mocassins. Puis il s'enfonça dans le maïs, se perdant des pieds à la tête dans un océan de verdure. Un inattendu sentiment de délivrance l'envahit, et, soudain, il trouva son second souffle. Burt courait, suivant le sillon par lequel il était rentré, la tête baissée, ses larges épaules faisant frémir au passage les longues feuilles. Au bout de 25 mètres, il tourna à droite, empruntant un chemin parallèle à la route. Il courait, courbant l'échine pour que sa chevelure ne fasse pas une tache sombre parmi les épis jaunes. Il fit un brusque crochet vers la route, traversa de nouvelles rangées, puis tourna le dos à la nationale et, zigzagant au hasard, s'enfonçant de plus profondément dans les champs. Enfin, il tomba à genoux. Pressant son front contre le sol, Burt n'entendait plus qu'un souffle rauque. Une petite phrase tournait et retournait dans sa tête. « Dieu merci, j'ai arrêté de fumer. Dieu merci, j'ai arrêté de fumer. Dieu merci, j'ai... » Puis il entendit. Eux, qui se signalaient les uns aux autres, par des éclats de voix et qui parfois se rencontraient. « Hé, c'est mon sillon !» Mais tout ce remue-ménage le rassura. Il se trouvait assez loin sur sa gauche et paraissait piètrement organisé. Il extirpa le mouchoir de sa chemise, puis le plia pour le replacer sous sa blessure. Après l'avoir examiné, malgré le traitement qu'il lui avait infligé, l'hémorragie avait cessé. Il prit encore quelques instants de repos et soudain se rendit compte qu'il se sentait bien, en meilleure forme physique qu'il ne l'avait jamais été depuis des années, en dépit de son bras douloureux. Il devait affronter un problème bien défini, même si tout cela était complètement insensé, alors que depuis 2 ans il n'avait su que faire pour lutter contre le génie malfaisant qui saccageait son mariage. La façon dont il envisageait les choses le stupéfiait quand même. Sa vie était menacée. Vicky avait été enlevée. Peut-être même qu'elle était déjà morte. Pour chasser l'étrange plaisir qu'il ressentait, il tenta, mais en vain, d'évoquer le visage de sa femme. La seule image qui se présenta à lui fut celle du rouquin, le couteau planté dans la gorge. Le parfum du maïs emplissait ses narines. Autour de lui, les plants animés par le vent paraissaient chuchoter. « Maïs, pensa-t-il, je ne sais quels actes a été commis en ton nom, mais justement, maintenant, je suis sous ta protection. » Mais il se rapprochait. Il reprit sa course, le corps cassé en deux, passant d'un sillon à l'autre, revenant sur ses pas, puis repartant. Il faisait en sorte de toujours laisser les voies sur sa gauche, mais à mesure que l'après-midi avançait, cela lui devenait de plus en plus difficile. Les voies s'éloignaient, et parfois, le bruissement du maïs les couvrait. Il courait, écoutait, puis courait encore. Ses chaussettes ne laissaient aucune trace sur la terre bien tassée. Lorsque bien plus tard il s'arrêta, le soleil se trouvait sur la droite, sphère rouge suspendue au-dessus des champs. Un coup d'œil sur sa montre lui apprit qu'il était 7h15. Le jour déclinant avait posé un voile d'or rouge sur les champs, mais, entre les hautes rangées, l'ombre était profonde. Il tendit l'oreille. À l'approche du crépuscule, le vent était tombé et les épis immobiles répandaient leur parfum végétal dans l'air étouffant. Si les enfants se trouvaient toujours dans les champs, ils étaient soit très loin, soit tapis entre les épis, l'oreille aux aguets. Mais, se dit Burt, aucune bande de gosses, aussi cinglés soient-ils, ne serait capable de se tenir tranquille si longtemps. Il supposait qu'ils avaient choisi la solution la plus puérile. Sans s'inquiéter des conséquences que cela pourrait entraîner pour eux, ils avaient abandonné et ils étaient rentrés chez eux.
Il se tourna vers le soleil couchant que nimbaient maintenant les nuages qui s'amorcelaient à l'horizon, et se remit en marche. S'il coupait à travers champs en allant toujours en direction du soleil, tôt ou tard, il retrouverait la route numéro 17. La violente douleur que lui avait infligée son bras s'était muée en un sourd élancement qui lui était presque agréable. L'excitation des premières heures ne l'avait pas quitté. Il était résolu à jouir de cette douce fièvre aussi longtemps qu'il se trouverait dans les champs. La culpabilité reprendrait alors ses droits lorsqu'il devrait affronter les autorités et leur rapporter les événements dont Gatlin avait été le théâtre. Mais elle pouvait attendre. Il pressa le pas. Jamais ses sens n'avaient vibré avec un tel ensemble. 15 minutes plus tard, alors que le soleil était déjà à demi englouti par la ligne d'horizon, il fit nouvelle halte. Sa toute nouvelle excitation prenant un tour qu'il n'aimait guère. Il frisait maintenant, la peur. Il tendit l'oreille, le maïs bruissait. L'idée l'avait effleuré à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il l'avait chassée de son esprit. Comment était-ce possible? Le vent était tombé. Il jeta un coup d'œil inquiet autour de lui, s'attendant presque à découvrir des enfants en costume de Quakers, rampant dans le maïs, un sourire sur les lèvres et le couteau à la main. Mais il ne remarqua rien. Rien d'autre que ce bruissement là-bas, sur sa gauche. Il se rapprocha délibérément de la source du bruit, sans plus devoir de frayer un chemin entre les épis. Le sillon suivait naturellement la direction qu'il avait choisie. Un peu plus loin, les rangées de plants s'interrompaient pour laisser place à une sorte de clairière. C'était de là que venait la rumeur. Soudain effrayé, il s'immobilisa. Le parfum du maïs était puissant au point d'en devenir écœurant. Les plants étaient encore tout imprégnés de la chaleur du jour, et Burt s'aperçut qu'il était couvert de sueur, de feuilles et de filaments arrachés aux guenouilles des épis. Il aurait dû être dévoré par des insectes en tout genre. Mais il n'en avait remarqué aucun. Sans bouger d'un centimètre, il concentra son attention sur le cercle de terre nue qui s'ouvrait devant lui. Pas la moindre mouche, pas la moindre fourmi, ni moustique, ni puceron. Et il n'avait pas aperçu la plus misérable corneille. Peut-on imaginer un champ de maïs sans corneille? Il profita des dernières lueurs du jour pour examiner le rang situé à sa gauche et constata, ce qui était tout à fait inconcevable, que chaque feuille, chaque tige était parfaite. Pas une seule tache de rouille, pas une feuille maculée, pas une larve de chenille, pas un terrier, pas un... Il écarquilla les yeux. Bon sang, il n'y a même pas une mauvaise herbe. Pas une seule. Tous les 5 centimètres, un pied de maïs jaillissait de la terre. Pas un chien-dent, pas une stramoine, pas d'angélique, pas de clématite, pas de pissenlit, rien. La nuit tombée, les nuages s'étaient éloignés, abandonnant l'horizon doré à des reflets ocre et roses. Il lui restait peu de temps pour découvrir ce qu'abritait la clairière. Mais n'est-ce pas comme cela que tout devait se terminer depuis le début? Alors qu'il croyait revenir vers la route, n'avait-il pas été conduit malgré lui jusqu'à cet endroit? La peur au ventre, il franchit les quelques mètres qui le séparaient de la clairière et s'immobilisa. Malgré le peu de lumière, aucun détail de la scène ne lui échappa. Il ne put même pas crier. Il ne semblait plus y avoir d'air dans ses poumons pour qu'il n'y parvienne. Burt vacilla sur ses jambes et ses grands yeux s'agrandirent d'horreur au milieu de son visage ruisselant de sueur. « Vicky !» gémit-il. « Oh mon Dieu, Vicky !» Elle avait été hissée sur une croix, tel un hideux trophée. Ses poignets et ses chevilles attachés avec du vulgaire fil barbelé. Le genre de fil de fer qu'on paye 70 cents le mètre dans n'importe quelle quincaillerie du Nebraska. Ses yeux avaient été énuclés. Ses orbites avaient été remplies de soie de maïs. Ses mâchoires pendaient, et comme pour étouffer son cri silencieux, on avait enfoncé dans sa bouche des enveloppes de maïs. À sa gauche se trouvait un squelette encore vécu d'un surplis qui tombait en poussière. Burt aurait juré qu'il souriait. Ses orbites vides semblaient lui jeter un regard joyeux, comme si cet ancien ministre du culte baptiste lui disait « Ce n'est pas si mal d'avoir été sacrifié au maïs par des petits païens, de petits démons, ce n'est pas si mal d'avoir eu les yeux désorbités comme le prévoit la loi du talion. » Encore plus à gauche se trouvait un second squelette, auquel étaient accrochés les vestiges d'un uniforme bleu. Un képi tenait encore sur son crâne, dissimulant les cavités oculaires. Un petit badge indiquait que le képi avait appartenu à un gradé de la police. C'est alors que Burt l'entendit arriver. Par l'un des enfants, non, mais par quelque chose de beaucoup plus gros qui s'approchait de la clairière en se frayant un chemin dans le maïs. Jamais les enfants ne se seraient aventurés dans les champs en pleine nuit. C'était un lieu sacré, le domaine de celui qui règne sur les sillons. Le premier réflexe de Burt fut de fuir, mais le passage qui l'avait conduit jusqu'ici s'était refermé. Tous les sillons s'étaient refermés.
Il n'était plus très loin maintenant, et Bert l'entendait qui écartait les épis. Il percevait le son de sa respiration. Un accès de terreur superstitieuse s'empara de lui. La chose approchait. De l'autre côté de la clairière, le maïs était soudain assombri, comme si une ombre gigantesque l'avait englouti. Il approchait, celui qui règne sur les sillons. Il pénétra dans la clairière. C'était une masse énorme qui se confondait avec le ciel. Une masse verte où brillaient 2 yeux énormes et rouges. Une masse d'où émanait une odeur qui était celle d'une vieille grange où, depuis des années, on faisait sécher le maïs. Bert poussa un hurlement, mais son cri fut bref. Peu après se leva une lune orange et pleine, une lune de moisson. À midi, les enfants du maïs étaient rassemblés dans la clairière, contemplant les 2 squelettes crucifiés et les 2 corps, qui, le temps venu, eux aussi, ne seraient plus qu'ossements. Et ici, au cœur du Nebraska, dans le pays du maïs, seul le temps importait. Vous qui m'écoutez, un rêve m'a visité cette nuit et voici que le Seigneur m'a dicté. Tous, y compris Malachi, se tournèrent vers Isaac. Une lueur mi-curieuse, mi-apeurée dans les yeux. Isaac n'avait que 9 ans, mais il était le prophète depuis que le maïs avait pris David, 1 an auparavant. Le jour de son 19e anniversaire, David s'était noyé dans le maïs tandis que l'obscurité recouvrait les champs épanouis de l'été. Maintenant, son petit visage grave à demi mangé par un chapeau trop grand, Isaac poursuivait. Dans mon rêve, le Seigneur était une ombre qui régnait sur les sillons, et il a dit pour moi les paroles qu'il avait prononcées, il y a des années, devant nos frères aînés. Il était très mécontent de ce sacrifice. Ils poussèrent un soupir qui était presque un sanglot et jetèrent des regards craintifs sur le mur de verdure qui les encerclait. Et le Seigneur a dit « Ne vous ai-je pas donné un lieu qui est le lieu des sacrifices? N'ai-je pas été large dans mes faveurs? Mais cet homme est entré en moi pour commettre un sacrilège et j'ai dû achever le sacrifice moi-même. Comme pour l'homme bleu et le faux ministre du culte qui, il y a longtemps, vous échappèrent. L'homme bleu, le faux ministre, murmurèrent-ils en échangeant des regards inquiets. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, l'âge de grâce sera-t-il abaissé de 19 à 18 semailles et moissons. Isaac continua impitoyablement. Cependant, croisez et multipliez-vous, soyez féconds comme le maïs, et que par ma grâce soit pour vous. Isaac s'interrompit. Tous les yeux se tournèrent vers Joseph et Malachi, les 2 seuls qui, au sein du groupe, avaient dépassé les 18 ans. Les autres, 20 peut-être au total, étaient restés en ville. Ils attendaient les paroles de Malachi. Malachi qui avait mené la chasse contre Japheth, que dorénavant on appelait Ahaz, celui que le Seigneur a renié. Malachi avait coupé la gorge d'Ahaz, puis l'avait jeté hors du maïs pour que son corps infâme ne le pollue pas, ne le souille pas. Je m'inclinerai devant la parole de Dieu, souffla Malachi. On eût dit que le maïs poussait un soupir d'approbation. Dans les semaines à venir, les filles confectionneraient de nombreux crucifix de maïs pour prévenir des nouveaux maux. Et, cette nuit-là, tous ceux qui avaient dépassé le nouvel âge de grâce se dirigèrent en silence vers les champs pour rejoindre la clairière et gagner l'éternelle protection de celui qui règne sur les sillons. « Adieu, Malachi !» lança Ruth. Tristement, elle agitait son bras. Son ventre était gros de l'enfant que Malachi lui avait donné et des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Malachi ne se retourna pas. Bravement, il marcha vers le maïs qui l'engloutit. Ruth s'éloigna, pleurant toujours. Elle avait conçu une haine secrète pour le maïs et rêvait parfois de s'aventurer dans les champs. Une torche à chaque main, lorsque viendrait septembre et que les plants seraient morts, secs et hautement combustibles. Mais elle avait peur, car, dehors, là-bas, dans la nuit, errait quelque chose à qui rien n'échappait. Pas même les secrets cachés au plus profond du cœur humain. Les ténèbres s'épaissirent. Tout autour de Gatlin, le maïs bruissait et murmurait. C'était ainsi qu'il manifestait son plaisir. Les enfants du maïs, lu par Yannick Lab, pour les livres audio.